Grand 3, retour à Stern-et-Garlard. Nous avions vu les composantes μx, μy et μz, nous n'avions pas encore fait la composante μu, l'orientation quelconque dans le cas général. Ces différents mu sont des observables, c'est-à-dire des grandeurs physiques auxquelles peuvent être associés des opérateurs μx, μy et μz. La mesure d'une composante peut donner comme résultat soit plus μ0, soit moins μ0, avec des probabilités qui nous ont permis de déterminer les vecteurs propres de ces différents opérateurs. Nous étions partis d'une base plus z moins z, et étions parvenus à exprimer les états plus x, moins y, qui sont donc respectivement les états propres de la mesure de la composante x et y du moment magnétique, associées chacune à la valeur propre plus μ0 et moins μ0. Nous allons maintenant nous occuper du cas général, en commençant par écrire les opérateurs en question dans la base que l'on a choisie. Petit 1, opérateurs μz, μx et μy. On rappelle qu'un opérateur est une application linéaire qui prend un vecteur d'état et en fait un autre vecteur d'état. Et nous avions vu dans le cas général qu'à une grandeur physique g était associé un opérateur g, défini de la façon suivante. G appliqué au quête gi égale gi quête gi. Par conséquent, l'opérateur g est représenté dans une base des quêtes gi par la matrice diagonale suivante, avec sur la diagonale les valeurs propres gi de chaque vecteur de la base. Mais ceci est une représentation matricielle dans une base donnée. On peut faire mieux que ça en écrivant l'opérateur g indépendamment de la base en question, comme la somme suivante. G égale somme sur i de gi quête bras gi. Vérifions d'abord que cette matrice est bien la matrice diagonale dans la base des gi. L'action d'un opérateur est définie par son action sur les vecteurs de la base choisie, qui en l'occurrence sont les vecteurs propres de l'opérateur. Voyons comment agit cet opérateur sur un gk quelconque. On a g appliqué à gk égale somme sur i de gi quête bras gi gk. On reconnaît ici le bracket gi gk, le produit scalaire entre le quête gi et le quête gk, qui vaut 0 si k est différent de i, le produit scalaire de deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes est toujours nul, et égal à 1 si k égale i. Donc, le bracket gi gk égale delta ik. Par conséquent, on ne garde dans cette somme que le terme où i égale k, soit gk quête gk. Donc, l'action de cet opérateur sur le vecteur gk, quel que soit k, est gk quête gk. C'est la définition de l'opérateur g associé à la grandeur physique g. On vient donc de démontrer, simplement en faisant le calcul, en appliquant cet opérateur sur un vecteur quête gk pour k quelconque, que la somme sur i de gi quête bras gi est bien le même que l'opérateur défini par g appliqué à gk égale gk quête gk. Donc, dans la base des quêtes gi, la matrice est diagonale, avec les valeurs propres sur la diagonale. Mais l'on peut considérer l'opérateur g indépendamment d'une représentation de l'opérateur dans une base. G s'écrit de cette façon pour une grandeur physique quelconque, et l'on va refaire ce même exercice pour la grandeur physique μz. Donc μz est une grandeur physique qui est la composante suivant l'axe z du moment magnétique de la particule. Donc il y a un opérateur μz associé, que l'on peut soit représenter dans la base des plus z moins z, comme une matrice diagonale, soit représenter de façon plus formelle, comme on vient de le faire, c'est-à-dire comme un opérateur à partir de cette somme de quêtes bras. Alors, commençons par la matrice, c'est plus simple. Quelle est la représentation de μz dans la base des plus z moins z? Dans cette base, μz est la matrice diagonale, avec pour le premier vecteur, le vecteur propre associé à la valeur propre plus μ0, c'est-à-dire que si l'on fait μz appliqué au quête plus z, on obtient μ0 quête plus z. Et μz appliqué au quête moins z égale moins μ0 quête moins z. Donc la représentation matricielle dans cette base-là, c'est la matrice diagonale suivante. C'est exactement le cas général appliqué à ce cas particulier, où l'on a un espace à deux dimensions avec deux vecteurs propres et deux valeurs propres associées à plus μ0, moins μ0. On peut aussi l'écrire de cette façon, l'opérateur μz égale μ0 fois la matrice 1, 0, 0, moins 1. On reconnaît alors sigma 3, la troisième matrice de Pauli. Donc, dans la base des vecteurs propres associés à la composante z, μz s'écrit μ0 sigma 3. On va maintenant l'écrire sous la forme somme sur i de gi quête bras gi, soit en développant la somme, μz égale μ0 quête bras plus z, moins μ0 quête bras moins z. Voilà la représentation en opérateur projecteur de l'opérateur μz. Le quête bras plus z correspond à l'emplacement du 1 dans la matrice sigma 3, et le quête bras moins z correspond à l'emplacement du moins 1. Le quête bras plus z est le projecteur dans l'espace sur la direction plus z, et le quête bras moins z le projecteur sur la direction moins z. On a vu ça déjà. Qu'en est-il de l'opérateur μx?
Mu(x) est aussi une grandeur physique que l'on peut mesurer sur le système. Donc il y a une observable associée, qui est un opérateur qui agit dans l'espace des états. Quelle est la représentation matricielle de mu(x) dans la base plus z moins z? Et quelle est son expression sous la forme somme sur i des gi 4 bras gi? Commençons par cette expression, ça nous aidera à trouver la représentation matricielle. Cet opérateur, comme pour mu(z), nous pouvons l'écrire l'opérateur mu(x) égale mu0 4 bras plus x moins mu0 4 bras moins x. C'est le cas général ici. On a la valeur propre et le 4 bras correspondant au vecteur propre concerné. Le 4 bras plus x, c'est le projecteur sur le vecteur plus x associé à la valeur propre mu0, et le 4 bras moins x est le projecteur sur le vecteur moins x associé à la valeur propre moins mu0. Mais tous ces quêtes et ces bras peuvent être réexprimés dans la base plus z moins z. Plus x, on l'a, c'est 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 moins z, et le 4 moins x, c'est 1 sur racine de 2 plus z moins 1 sur racine de 2 moins z. On peut donc effectuer ce calcul en remplaçant simplement les quêtes et les bras. On développe, on a des produits de matrice n1 par des matrices 1n, soit de simples produits de matrice, donc c'est distributif. Et après simplification, il nous reste l'opérateur mu(x) égale mu0 fois, entre parenthèses, le quai de bras plus z moins z, plus le quai de bras moins z plus z. Voilà l'opérateur mu(x) exprimé dans la base plus z moins z. De cette expression, on tire automatiquement la représentation matricielle de mu(x) dans la base plus z moins z. L'opérateur mu(x) égale mu0 fois la matrice 0, 1, 1, 0. En effet, le quai de bras plus z moins z, c'est le quai plus z, donc le vecteur colonne 1, 0, fois le bras moins z, donc le vecteur ligne 0, 1, soit la matrice 0, 1, 0, 0. Et le quai de bras moins z plus z, c'est le quai moins z, donc le vecteur colonne 0, 1, fois le bras plus z, donc le vecteur ligne 1, 0, soit la matrice 0, 0, 1, 0. La somme quai de bras plus z moins z plus le quai de bras moins z plus z nous donne bien la matrice 0, 1, 1, 0. Et l'on avait mu0 en facteur, soit l'opérateur mu(x) égale mu0 fois la matrice 0, 1, 1, 0. On reconnaît alors la première matrice de Pauli, et l'on peut donc écrire l'opérateur mu(x) égale mu0 sigma 1. On ne va pas refaire le calcul pour mu(y), mais l'on a encore une fois l'opérateur mu(y) égale mu0 fois le quai de bras plus y, moins mu0 fois le quai de bras moins y. Et si l'on remplace les quêtes et les bras plus y et moins y par ce qu'ils valent en fonction de plus z et moins z, et que l'on refait le même calcul, on obtient l'opérateur mu(y) égale i mu0 fois le quai de bras moins z plus z, moins i mu0 fois le quai de bras plus z moins z. Ce qui donne en représentation matricielle l'opérateur mu(y) égale mu0 fois la matrice 0 moins i i0, soit mu0 sigma 2. Donc les opérateurs mu(x, mu(y) et mu(z) sont liés aux trois matrices de Pauli, sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Petit 2, cas général mu(u). On prend une base ux, uy, uz de l'espace géométrique à 3D. On a des axes x, y et z, et u, un certain vecteur avec une orientation quelconque. Maintenant, on voudrait regarder ce qu'est l'opérateur moment magnétique mu(u), l'opérateur qui mesure la composante du moment magnétique suivant une orientation quelconque u. On va représenter le vecteur u en coordonnées sphériques. Le vecteur u égale sin θ cos phi, sin θ sin phi, cos θ. Alors, quel est l'opérateur mu(u)? On va le noter comme suit, on va voir pourquoi tout de suite. L'opérateur mu(u) égale l'opérateur vectoriel mu scalaire le vecteur u, ce qui est égal à x mu x plus y mu y plus z mu z. L'opérateur vectoriel mu est juste une façon commode de noter le triplet d'opérateurs mu x, mu y, mu z. Et mu scalaire u n'est pas à proprement parler un produit scalaire, puisque les vecteurs mu et u n'appartiennent même pas au même espace. Il s'agit donc juste d'une notation. On a un opérateur vectoriel mu, et mu scalaire u est la composante de mu u suivant u. Si l'on veut la composante de mu u suivant la direction uz, x et y valent 0, et z égale 1, et l'on retrouve bien que l'opérateur mu z, c'est mu z. Pareil pour x et y. Et dans le cas général, si le vecteur u est une combinaison linéaire de ux, uy et uz, la composante suivant u sera la combinaison linéaire des composantes suivant ux, uy et uz. En représentation matricielle, dans la base des plus z moins z, donc en remplaçant les opérateurs mu x, mu y et mu z par les expressions que l'on a définies précédemment, et en remplaçant x, y et z par leurs expressions en coordonnées sphériques, on obtient l'opérateur mu u égale mu0 sin θ cos phi multiplié par la matrice sigma 1, plus mu0 sin θ sin phi multiplié par la matrice sigma 2, plus mu0 cos θ multiplié par sigma 3.
On fait la somme, et voici l'opérateur mu en représentation matricielle. Note. Pour sin θ cos phi plus sin θ sin phi multiplié par i, on met sin θ en facteur, ce qui nous fait sin θ multiplié par, entre parenthèses, cos phi plus i sin phi, et cos phi plus i sin phi étant égal à e puissance i phi, on a au final sin θ e puissance i phi. Voilà la matrice associée à l'opérateur composante du moment magnétique dans la direction U. On voit que cette matrice est bien hermitienne, c'est-à-dire égale à sa transposée conjuguée. Elle correspond donc bien à une grandeur physique parfaitement mesurable, qui est la composante du moment magnétique dans la direction U. Voyons maintenant les vecteurs propres associés à cet opérateur. Petit 3, vecteurs propres associés. Il y a plusieurs façons de calculer ces vecteurs propres à partir de la matrice mu, mais l'on va plutôt en donner des expressions et montrer qu'elles sont valables. Les vecteurs propres associés aux valeurs propres plus mu0 et moins mu0 seront donc les vecteurs plus u et moins u, et s'écriront dans la base plus z moins z comme suit. Le vecteur plus u égale cos θ sur 2 4 plus z, plus sin θ sur 2 e puissance i phi 4 moins z, et le vecteur moins u s'écrira sin θ sur 2 4 plus z moins cos θ sur 2 e puissance i phi 4 moins z. Ce qui nous donne sous forme matricielle les deux vecteurs colonnes suivants. On va donc appliquer l'opérateur mu au 4 plus u. On fait le produit des matrices. Pour la première composante, on voit qu'on a un e puissance moins i phi et un e puissance i phi qui se simplifient. Et pour la deuxième, on va mettre e puissance i phi en facteur, ça va nous servir. Donc pour la première composante, on va utiliser les formules trigonométriques cos A, cos B et sin A, sin B pour simplifier. Donc on avait cos θ sur 2 plus sin θ sur 2. On remplace avec la formule. On voit qu'il va sortir pour le premier terme un 1,5 de cos de θ plus θ sur 2, et pour le deuxième terme un moins 1,5 de cos de θ plus θ sur 2, donc ça se simplifie. Il nous reste 1,5 de, entre parenthèses, 2 cos de θ moins θ sur 2, ce qui nous donne bien cos de θ sur 2 au final, ce qui était bien la première composante du vecteur plus u. Pour la deuxième composante, on avait sin de θ cos θ sur 2 moins cos θ sin θ sur 2. Là, on va utiliser la formule sin A cos B, qui nous donne 1,5 de sinus de A plus B plus sinus de A moins B. On remplace. Comme dans le cas précédent, on voit qu'il y a des termes qui se simplifient. Et ensuite, le moins sinus de moins θ sur 2, on va utiliser l'imparité de la fonction sinus pour le transformer en sinus de θ sur 2. Et il nous reste bien sinus de θ sur 2. Et on avait donc un e puissance i phi qu'on avait mis en facteur. Et donc on retrouve bien que l'opérateur mu appliqué au 4u égale mu0, facteur du vecteur colonne, cos θ sur 2, sin θ sur 2, e puissance i phi. On ne va pas refaire la démonstration pour moins u, c'est exactement les mêmes formules. Par contre, on peut vérifier que ces deux vecteurs sont bien orthogonaux, puisqu'ils sont associés à des valeurs propres différentes d'un même opérateur. On a le produit scalaire moins u plus u. Donc pour le premier terme, il faut juste bien faire attention de prendre e puissance moins i phi, puisqu'on prend le bras. On développe. On peut simplifier puisque les brackets plus moins et le bracket moins plus font 0. Donc les facteurs s'en vont également. Les brackets plus plus et moins moins font 1. Donc on garde leurs facteurs, ce qui nous donne cos θ sur 2 sin θ sur 2 moins cos θ sur 2 e puissance moins i phi, sin θ sur 2 e puissance i phi. Les exponentielles se simplifient encore. Et il nous reste cos θ sur 2 sin θ sur 2 moins cos θ sur 2 sin θ sur 2. Et ça fait 0. Donc voilà les deux vecteurs propres associés à la matrice mu. Mais ce ket plus u nous rappelle quelque chose. C'est la représentation du qubit dans la sphère de bloc. Et c'est là que cette représentation va prendre tout son sens. C'est ce que l'on va voir maintenant. Petit 4. Lien avec la sphère de bloc. La sphère de bloc était une représentation abstraite des vecteurs d'état d'un espace de dimension 2, donc des vecteurs d'état d'un qubit. Et l'on avait vu, en partant d'une base plus z moins z, que chaque vecteur d'état psi pouvait s'écrire comme une combinaison linéaire, psi égale alpha ket plus z plus bêta ket moins z. Nous avions alors démontré que l'on pouvait se ramener à alpha réel positif, et qu'en imposant une norme 1 à l'état, celui-ci pouvait s'écrire ket psi égale cos θ sur 2 ket plus z, plus sin θ sur 2, e puissance i phi ket moins z, avec θ entre 0 et pi, et phi entre 0 et 2pi. Et l'on reconnaît donc le vecteur plus u que l'on vient de voir. La sphère de bloc est un espace abstrait qui permet de représenter n'importe quel qubit. Il se trouve que cette représentation abstraite correspond à une sphère dans un espace à 3 dimensions, et que chaque vecteur d'état correspond à un point sur cette sphère, c'est-à-dire à une direction dans cet espace abstrait. Mais le point qui correspond à cette direction dans cet espace abstrait correspond à l'état pour lequel le moment magnétique pointe dans cette direction dans le vrai espace tridimensionnel, le nôtre,
géométrique. Donc il y a un lien profond avec la directionnalité dans l'espace qui est établi ici. Le ket qui correspond au point dans la direction U correspond au vecteur propre, c'est-à-dire au moment magnétique aligné dans la direction U dans l'espace géométrique. Ce lien avec les rotations n'est pas du tout fortuit. Le moment magnétique est lié à un moment cinétique intrinsèque qu'on appelle le spin, qui a des propriétés très spécifiques vis-à-vis des rotations. Mais l'on n'a pas encore fait la théorie générale du moment cinétique, et donc on ne va pas pouvoir expliciter plus que ça. Pour l'instant, on remarque cette correspondance frappante, et on va maintenant préciser un peu plus ce qu'est l'orientation du moment magnétique. Petit 5, orientation et composantes. La difficulté en physique quantique, comme nous l'avons déjà vu, est que les grandeurs physiques n'ont pas toujours une valeur bien définie dans les états quelconques du système. L'état plus z a une valeur bien définie de mu z, en l'occurrence plus mu 0, et l'état moins z a une valeur bien définie de mu z, qui est moins mu 0. Mais n'importe quel autre état, alpha ket plus z plus bêta ket moins z, n'aura pas de valeur bien définie de mu z, sauf pour alpha ou bêta égale à 0, bien sûr. Pourtant, lorsque l'on mesure mu z, on va trouver un résultat, soit plus mu 0, soit moins mu 0, quelle que soit l'orientation du moment magnétique. Donc ce que l'on trouve n'est clairement pas la vraie composante du moment magnétique sur l'axe z, puisque plus mu 0 n'est la vraie composante suivant l'axe z que si on est dans l'état plus z. Mais on n'est pas forcément dans l'état plus z. Simplement, quand on mesure, on projette l'état du système sur l'état plus z. Et du coup, maintenant, c'est la bonne composante. Mais peut-on quand même donner un sens à la composante suivant z quand on est orienté d'un angle θ par rapport à l'axe z? Par exemple, peut-on donner un sens à un état plus u orienté de cette manière? Il n'a pas de valeur bien définie de la composante suivant z, on est d'accord. Il n'en a pas, mais quand même. Il a une propriété importante qui est liée à son angle, et cette propriété, c'est la valeur moyenne que l'on va obtenir si l'on mesure la composante z. Si l'on est dans l'état plus z, et que l'on mesure la composante z, on va trouver plus mu 0 à tous les coups. Si l'on est dans l'état moins z, on va trouver moins mu 0 à tous les coups. Si on est dans un état plus dans la direction u, plus dans le sens avec une composante z positive, et que le vecteur u fait un angle θ avec l'axe z, ce que l'on va trouver en moyenne, c'est mu 0 cos θ. On ne trouvera jamais mu 0 cos θ, on est bien d'accord, puisque ce n'est pas une valeur possible. Les seules valeurs possibles sont plus mu 0, moins mu 0. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en moyenne, il y aura un peu plus souvent des plus mu 0 que des moins mu 0, et en moyenne, ce sera exactement mu 0 cos θ. Comme si c'était effectivement la composante classique d'un moment magnétique orientée dans la direction u. Petit 6, valeur moyenne de mu z dans l'état plus u. Alors, comment calculer cette valeur moyenne? On l'a déjà vu, la valeur moyenne d'une grandeur physique g dans l'état psi, c'est bras psi opérateur g ket psi. Si psi est normé, sinon on divise par la norme au carré de psi. Donc la valeur moyenne de mu z dans l'état plus u sera simplement le bras u opérateur mu z ket plus u. Le ket plus u, c'était cos θ sur 2 et sin θ sur 2 puissance phi. Et donc le bras plus u, ça donnera cos θ sur 2 et sin θ sur 2 e puissance moins phi. Et l'opérateur mu z, c'était mu 0 sigma 3. Et on a donc le calcul matriciel suivant. Sigma 3 fois le vecteur colonne cos θ sur 2, sin θ sur 2 puissance phi donne le vecteur colonne cos θ sur 2 moins sin θ sur 2 e puissance phi. Et le bras plus u fois ce vecteur, ça nous donne cos carré θ sur 2 moins sin carré θ sur 2, ce qui est égal au cosinus de 2 fois l'angle, soit cos de 2 fois θ sur 2, soit cos θ. Et donc au final, la valeur moyenne égale mu 0 cos θ. Donc en moyenne, si le spin est orienté dans la direction u, et si l'on mesure une composante quelconque, on ne va jamais trouver le produit scalaire de l'un sur l'autre, on ne trouvera que plus mu 0 ou moins mu 0, et ce sera aléatoire. Mais en moyenne, on trouvera bien la bonne composante, entre guillemets, c'est-à-dire mu 0 cos θ. Donc du point de vue de la valeur moyenne, ça a quand même un sens de parler d'orientation et de composantes suivant des axes. Mais ce ne sont pas des valeurs des composantes que possède le système. Le système n'a pas de valeur du moment magnétique suivant les différents axes. Mais il a des valeurs moyennes du moment magnétique suivant ces axes, et ces valeurs moyennes sont les valeurs classiques. Voilà comment on fait le lien entre la réalité quantique et la réalité classique. Sur un système individuel, la réalité apparaît clairement quantique, mais si vous en avez un grand nombre, ça a l'air de se comporter comme on croit que ça se comporte en physique classique. Mais c'est normal parce que, classiquement, on n'a affaire qu'à des systèmes à grand nombre de particules. Donc tout ça se moyenne, et ça nous a fait croire que la réalité était telle que notre intuition nous le disait. Mais notre intuition s'est forgée sur une expérience du monde macroscopique. En vrai, le monde, il est quantique. Et ses propriétés ne sont que la conséquence du principe de combinaison ou de superposition. Nous venons de calculer la valeur moyenne de mu z dans l'état plus u,
nous pourrions nous amuser à calculer la valeur moyenne de mu dans l'état plus z, soit le vecteur ligne 1, 0 multiplié par l'opérateur mu multiplié par le vecteur colonne 1, 0. Soit simplement la première composante de la matrice mu multipliée par mu0, soit mu0 cos θ. On retrouve la même chose bien sûr. Pour deux vecteurs d'état donnés, que l'on projette l'un sur l'autre ou l'autre sur l'un, cela revient au même, c'est complètement symétrique.